sans plus tarder, l'info présentée par Michael Texier. Michael, bonsoir. Bonsoir Alexandre. On ouvre par l'affaire Annick Foucault avec un nouveau témoignage. Et oui, nous avons recueilli le témoignage d'une connaissance d'Annick Foucault. Elle apporte des éléments nouveaux en vue de la réouverture éventuelle du dossier judiciaire. Un nouveau commandant pour les gendarmes sartois. La cérémonie de passation a eu lieu aujourd'hui. Et puis, malaise à la Poste. Un postier se livre dans ce journal. Mon invité, Josiane Coinon, pour la nouvelle édition d'Entre Cours et Jardin, c'est ce week-end au Mans. Affaire Annick Foucault, un témoin clé est apparu dans ce dossier il y a quelques temps. Nous avons recueilli son témoignage. En 2005, Annick Foucault était retrouvée pendue chez elle, à Lombron. Sa famille n'a jamais cru au suicide, la thèse pourtant retenue par la justice. Depuis, le médecin légiste qui avait examiné le corps a émis des doutes. C'était sur notre antenne. Il a ensuite été entendu par le parquet du Mans. Une association milite pour un réexamen de l'affaire et l'ouverture d'une instruction judiciaire pour meurtre. Nous avons recueilli le témoignage d'une femme. Elle éclaire une partie des faits qui se sont produits ce jour du 29 juillet 2005. Laure Girard. Alors qu'elle se rend à son travail au petit matin du 29 juillet 2005, date du décès d'Annick Foucault, ce témoin note un élément inhabituel devant la maison de la victime. J'ai vu une Peugeot grise 406 qui était stationnée. Et quand je suis revenue de mon travail, cette même voiture y était toujours, mais garée dans un autre sens. Le matin, quand je passais, il n'y avait jamais personne de stationné là. Et du fait qu'il y avait la lumière aussi, il y avait quand même des ombres, ça bougeait. Un témoignage qui apporte des précisions sur les heures qui précèdent la mort d'Annick Foucault. Pour ses enfants, comme pour Michel Malin, spécialiste des affaires judiciaires en souffrance, ce témoignage est un argument de plus vers la réouverture du dossier. Il affirme effectivement pas que c'est un meurtre, mais il affirme qu'à 4 h du matin, il y avait quelqu'un dans la maison qui était autre qu'Annick. Donc cette personne-là, ça serait peut-être intéressant de l'interroger pour savoir pourquoi elle était là et est-ce qu'elle a vu des choses. C'est vraiment le but, quoi. Un autre élément découvert récemment vient étayer les dires du témoin. On a découvert que Annick fermait tous les soirs son portail avec un cadenas avec une grosse chaîne et le cadenas ce matin-là a été retrouvé côté extérieur, côté route. Donc ce qui n'est pas logique, elle n'allait pas fermer le cadenas côté route et enjamber ensuite le portail. Donc ça reste une énigme. Un fait marqué dans les premiers procès-verbaux de l'enquête, une anomalie jamais relevée jusqu'alors. Aujourd'hui, l'association Lumière sur l'affaire Annick Foucault a saisi un avocat pénaliste du Mans. Pour l'heure, il ne souhaite pas s'exprimer sur l'affaire, mais il compte demander prochainement au procureur du Mans la réouverture du dossier Annick Foucault. Et puis c'est la fin de 10 ans de combat judiciaire pour Yvan. Ce Sartois de 40 ans est officiellement reconnu comme le fils de son père qui n'est autre que son oncle. Ce dernier vient d'abandonner son pourvoi en cassation. C'est donc la décision de la Cour d'appel d'Angers du 15 décembre dernier qui fait date et valide la réparation du préjudice subi. Je vous propose d'écouter Yvan qui souhaite garder l'anonymat, comme vous allez le voir. Une victoire pour moi et puis 10 ans de combat. Et recommencer à vivre. J'ai encore ma maman qui est encore en colère contre sa famille. Et toute la famille était complice. On voulait me cacher. Et que tout le monde le savait en plus. Une septuagénaire d'Allonne est toujours hospitalisée dans un état grave à l'hôpital du Mans. Blessée par arme blanche a été découverte samedi par une amie. Son compagnon de 54 ans a été déféré au parquet du Mans. Une information judiciaire pour violence aggravée a été ouverte. Le suspect est actuellement écroué à la maison d'arrêt des Croisettes. Et puis dans les pages justice, toujours, c'est le président du tribunal du Mans qui comparaissait cet après-midi en audience disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature. François Mallet aurait fait rédiger des ordonnances de référé de ses propres audiences par un autre juge qui, à l'occasion, était en arrêt maladie, rendu de la décision un peu plus tard, puisque l'audience a toujours lieu au moment où nous parlons. Le risque pour François Mallet, ça peut être la radiation, plus vraisemblablement la fin de son mandat de président du tribunal du Mans. Et puis, c'est dans 3 ou 4 mois que la taverne devrait rouvrir ses portes, le restaurant qui a été ravagé par un incendie dimanche après que le feu a pris dans les cuisines. Les 30 salariés conserveront leur salaire qui sera réglé notamment par les patrons du restaurant situé place des Jacobins.
On s'intéresse au nouveau commandant de la gendarmerie sartoise. Oui, la cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu aujourd'hui, un mois après la prise de fonction du nouveau chef des gendarmes. Carte d'identité de ce grand chef des gendarmes par Lucille Cantet. Le lieutenant-colonel Thierry Renard a 45 ans et est né dans le Maine-et-Loire. En 1999, il rejoint la gendarmerie départementale de Bastia, où il est commandant de la compagnie. Il devient ensuite en 2002 officier pour le service de relations publiques au sein de l'administration centrale. Il passe les étés 2009 et 2010 sur les routes du Tour pour y assurer la coordination de la sécurité. Désormais commandant du groupement de gendarmerie de la Sarthe, Thierry Renard a déjà fixé les grandes lignes à suivre. La priorité, ce sont la lutte contre les cambriolages. On a subi cet été une forte hausse dans ce domaine sur les résidences principales ou secondaires et certains commerces également. Et puis bien sûr la circulation, la sécurité routière, où on a de bons chiffres, mais il faut rester vigilant. Donc ce sera vraiment les deux domaines, avec bien d'autres bien sûr, mais ces deux domaines qui seront la priorité pour mes unités. Et puis un mot pour vous signaler le décès de Claude Fortin. Le maire de la Bazoche s'est éteint lundi après une maladie. Il était dans son 5e mandat. Les obsèques auront lieu à 15 h samedi en l'église de la Bazoche. Les conditions de travail chez les postiers se détériorent, Michael. Oui, arrêt maladie à répétition, accident de travail, dépression, les postiers vont de plus en plus mal selon les syndicats qui alertent l'opinion publique régulièrement par des mouvements de grève. La Poste, de son côté, a mis en place des cellules d'écoute de ses salariés pour recueillir les mots de leur mal-être. Rencontre avec l'un de ces postiers sartois, Karma Duquesne. Thierry Grémy est facteur rural. Il commence chaque matin à 6 h 30. Il est 14 h 30. Il a enfin terminé sa tournée à Nogent-le-Bernard. Il doit maintenant retourner à la poste de Bonnet-Table pour quelques dernières formalités. 15 heures passées, Thierry quitte enfin son travail. Officiellement, c'est 13 h 20. Mais en fait, on déborde largement. En moyenne, 1 heure supplémentaire par jour, souvent plus. Sans pause, contrairement au texte qui lui prévoit pourtant 45 minutes pour déjeuner. Je ne les prends pas. Disons que je ne peux pas les prendre, parce que je finirai encore plus tard. Et quand il rentre, l'heure du déjeuner est passée. Thierry ne mangera pas jusqu'au dîner. Un rythme soutenu imposé par la restructuration de la Poste au printemps dernier. Le soir, on est fatigué, quoi. On ne fait plus des activités qu'on faisait il y a quelques années encore. Maintenant, on pense à se reposer. Après cette restructuration, un des collègues de Thierry est décédé. Aucun lien n'a été établi avec la Poste, mais pour Thierry, pas de doute, c'est la fatigue et le stress de son travail. Je pense qu'il n'a pas supporté psychologiquement tout ce changement brutal. On a la pression tous les jours. On est dans un système de rentabilité. Je n'aime plus trop mon travail dans des conditions actuelles. Un travail que Thierry Grémy fait pourtant depuis plus de 20 ans. Entre cours et jardin, pas besoin de choisir, tout est ouvert ce week-end au Vieux-Mans. Que cachent les murs de pierre une fois par an? Les badauds peuvent ne plus l'imaginer, mais le voir. C'est grâce à mon invitée, Josiane Coinon. Vous êtes la présidente de l'association Entre cours et jardin. Bonjour. Bonjour. C'est ce qu'on vient de dire dans la présentation. Ce qui fait le succès d'Entre cours et jardin, c'est de voir ce qu'il y a derrière les murs, admirer peut-être. Oui, bien sûr, mais pas seulement. On oublie toujours que c'est une fête des plantes et qu'il y a une centaine d'horticulteurs qui présentent des collections rares, adaptées à nos petits jardins. Et qui sont méconnus en fait. L'idée c'est de faire de l'éducation à la plante en plus. Au jardin urbain, c'est ça? Oui, au petit jardin urbain et choisir justement des plantes adaptées aux difficultés des petits jardins. C'est quoi les difficultés des petits jardins? Eh bien, écoutez, les petits jardins sont entourés de murs, ils n'ont pas beaucoup de soleil, ils sont souvent à mi-ombre et puis ils n'ont pas beaucoup d'air. Donc en choisissant judicieusement la plante, vous n'avez pas besoin de les arroser beaucoup, elles s'adaptent. Donc c'est beaucoup de conseils, beaucoup de découvertes pour les visiteurs et ceux qui sont intéressés réellement par les plantes. Réellement, oui, mais pas seulement, il y a aussi les amoureux des plantes pour la beauté des... Parce que c'est une énorme installation tout autour de la cathédrale, donc c'est une fête des plantes assez inhabituelle, ça a souvent lieu dans les parcs, dans les châteaux. Et là, vous avez un périmètre énorme avec un patrimoine remarquable et c'est ce qui en fait toute la beauté. Alors, on parle de petits jardins. Je reviens à ma question initiale. Pousser la porte de certaines propriétés du Vieux-Mans, c'est être forcément étonné, estomaqué même par la taille
la taille de certains jardins? Ils sont en général petits, mais effectivement, quelques-uns sont très grands puisqu'ils font quelquefois 400 mètres carrés, voire plus. Ouais, on a du mal à se l'imaginer quand on rencontre les gens entre cours et jardins pendant cette manifestation. Ça les marque énormément et à juste titre. C'est facile de pousser les propriétaires à ouvrir les portes de leur jardin? Non, écoutez, j'ai été agréablement surprise sur ce que j'ai parlé de ce projet et spontanément, mais je n'ai choisi que les jardins qui ont une ouverture sur le côté afin de ne pas pénétrer dans l'intimité des familles. Vous avez parlé de ce troc-plante, hein, cette rencontre entre les passionnés et les distributeurs de plantes avec conseil à la clé. Il y a aussi un colloque vendredi, quelques mots. Alors le colloque, c'est dû au fait qu'il y a 2 ans, j'ai signé le plan Éco-Phyto à Montpellier avec un représentant du ministère de l'Agriculture. Donc je me suis sentie engagée. J'ai entraîné mon équipe qui était tout à fait d'accord. Donc ce colloque a pour thème Jardiner autrement. Et donc c'est vendredi? Vendredi après-midi de 13h30 à 18h. L'endroit? Au Carré Plantagenet. Au Carré Plantagenet. On rappelle juste que entre cours et jardin, c'est donc tout ce week-end, un tarif à annoncer et à Alors, évoquer, écoutez, évidemment. Pratiquement tout est gratuit, le colloque, les conférences, mais un pass vous permet de rentrer dans la quinzaine de petits jardins secrets. Et ça doit être 5 € le pass. 5 €. Josiane Coinon, merci beaucoup d'être venue dans le journal pour nous parler d'entre cours et jardin. Merci. Merci beaucoup, Michael. Demain, vous retrouverez l'info à cette même heure. Pour le moment, restez avec nous. Dans un instant après la pub, la météo présentée par Romuald Besson, suivie de l'actu vue par les médias. Nous recevons aujourd'hui Jérôme Glaise, rédacteur en chef du Maine Libre, et Adrien Blanc, du Radio SF Le Mans. À tout de suite, pardon.